Bienvenue et merci à notre partenaire, la marque responsable Nutri, qui propose des produits naturels et gourmands, dont notamment une large gamme bio et vegan, allant du beurre de cacahuète aux compléments alimentaires premium. Leur mission est de vous aider à avoir un mode de vie plus sain, tout en étant aligné avec vos objectifs santé, bien-être, nutrition ou sport. Vous pouvez d'ailleurs tester en ce moment leurs produits en profitant de 15% de réduction sans minimum d'achat sur leur site www.nuchiffre3.fr avec le code ANNE jusqu'au 31 mai. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment faire du temps qui passe un allié quand les muscles commencent à se relâcher, que les excès du dîner de la veille ne pardonnent plus, que les premières bouffées de chaleur apparaissent? Passé la quarantaine, notre organisme, parfois, ne fonctionne plus tout à fait comme avant. Et c'est plus que jamais le moment d'être à l'écoute de son corps et de soi et de prendre soin de sa santé. À 47 ans, mon invitée du jour est une femme resplendissante et bien dans ses baskets. Comédienne, entrepreneuse, maman, ex-Miss France, elle vient de publier un magnifique livre aux éditions Solar, Heureuse et en forme, mon guide bien-être au naturel. Dans cette interview, nous allons découvrir ses secrets, que ce soit autour de l'alimentation, du sport, de la beauté, de l'équilibre, pour savourer pleinement la vie et trouver en toute bienveillance le juste équilibre, celui qui permet d'être heureuse et en forme. J'ai le grand plaisir d'accueillir Linda Hardy. Bonjour Linda. Bonjour Anne. Alors, cette introduction te faisait rire? J'ai trouvé ça joli. Plein de bienveillance, tout ce dont on a besoin en ce moment. Exactement. Alors justement, dans ton livre, tu rayonnes littéralement sur chaque photo. À la fin, cette mention garantie sans retouche, comme tu le précises. Alors j'ai trouvé ça évidemment très drôle, c'est génial. Ça va à contre-courant de tout ce qui est un peu fait en ce moment. C'est important pour toi de le préciser? Oui, c'était très important de le préciser parce que c'est pas finalement si courant que ça. On oublie souvent que dans les magazines féminins, les photos sont retouchées, les mannequins évidemment aussi. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que bon, j'ai un parcours qui est très lié aussi à mon image, puisque j'ai été Miss France, ensuite mannequin pendant 10 ans. Et quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand je vois toutes ces jeunes femmes à 20 ans, 25 ans, qui ne peuvent plus se montrer sans filtre, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve que ça nous éloigne profondément de ce que l'on est. Et je me suis dit, si moi, avec ce parcours qui est le mien, je revendique mon authenticité, mais que de l'autre côté, je ne suis pas capable de me montrer sans filtre et sans retouche, ça veut dire que en fait, je suis un petit peu à côté de ce que je raconte. Donc, c'est ce besoin, ce désir profond d'authenticité qui m'a poussée à ne pas retoucher du tout. Et on le voit d'ailleurs très bien sur la couverture. Des fois, ça me fait un peu mal aux yeux. Des fois, je vois ma couche, je fais « Oh, j'ai pas l'habitude !» Et parce que quand on se voit en couverture des magazines, même quand vous demandez rien, même les magazines, ils vous retouchent en fait. Donc voilà. Mais je suis très très heureuse de l'avoir fait et je trouve que j'espère en tout cas que ça inspirera certaines femmes pour s'assumer pleinement telles qu'elles sont, dans leur vraie beauté. J'en doute pas. Alors, quel a été le déclic pour toi pour écrire ce livre? Quelle était ton intention? Tu le dis clairement dès les premières pages. En fait, il y a eu un concours de plusieurs circonstances. La première, que j'évoque un petit peu moins dans mon livre, mais qui est réelle tout de même, c'est que j'ai participé il y a un peu plus de 2 ans maintenant à une aventure qui s'appelle Danse avec les stars. J'ai été suivie pour me préparer à cette aventure
par le docteur Marc Saramito, que je connais depuis très longtemps, qui fait partie d'ailleurs de l'un des experts qui intervient sur des domaines de santé bien précis dans le livre. Et Marc m'a accompagnée tout au long de cette aventure, à la fois pour me préparer physiquement et psychologiquement. Et j'ai vécu cette aventure avec pourtant 4 à 8 heures d'entraînement par jour. C'est énorme. 7 jours sur 7, c'est énorme. À 45 ans, j'ai vécu cette aventure de manière absolument fantastique. J'étais pas spécialement fatiguée. Enfin, j'étais un peu fatiguée, c'est normal, mais c'était une bonne fatigue. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je le savais déjà, mais pas à ce point. Je me suis dit, là, il y a vraiment un truc que l'on tient, qui est que finalement, quel que soit son âge, si on a une approche globale de notre santé et de notre bien-être, on a tout à fait la possibilité de se sentir, d'où ce titre, heureuse et en forme longtemps. Donc j'ai eu envie de partager ça. Enfin, du cas, j'ai eu envie d'un seul coup, puisque c'est quand même ma façon de vivre depuis longtemps, j'ai eu envie de partager l'expérience et les connaissances que j'ai pu acquérir au cours des années. Enfin, ça fait plus de 25 ans maintenant. Il y a eu aussi d'autres petites choses qui sont liées à mon, on va dire, à des lives que j'ai fait pendant le premier confinement, où j'ai été surprise, donc des lives autour de l'activité physique, mais aussi justement autour de la sophrologie, ou du yoga, ou des domaines, des domaines de la santé, notamment toujours avec Marc Saramito. Et j'ai réalisé, lors de ces lives, qui étaient quotidiens, quand même à quel point les gens avaient besoin que l'on parle de ces sujets-là, à quel point ils étaient parfois perdus au niveau de leur santé, parce qu'ils ont été habitués à prendre des médicaments, par exemple. Un petit souci, alors hop, allez, on prend des médicaments. Et parfois avec des problèmes de santé qui sont limite irréversibles. Et donc, c'est pareil, je me suis dit aujourd'hui... pourquoi ne pas être dans une prévention positive ? Pourquoi est-ce que on va systématiquement chez le médecin alors que on a notre propre médecine, elle est quasi en nous. Et donc j'ai eu envie de parler de ça. Et puis la dernière chose, même si je veux pas trop insister non plus sur ce sujet-là, puisqu'en fait c'est pas un sujet qu'on aborde réellement dans le livre, mais quand on est une femme et qu'on approche de la préménopause ou de la ménopause, et bien forcément je trouve, en tout cas c'est mon cas, que l'on prend de plus en plus conscience de cette nécessité de prendre soin de soi, et que c'est une période aussi qui est assez magique. D'ailleurs en médecine chinoise, contrairement dans les médecines occidentales où cette phase de vie, cette deuxième phase de vie est un peu associée à une forme de déclin, dans la médecine chinoise, c'est une deuxième naissance. Et je trouve que c'est vraiment le cas. C'est la naissance de la femme sage. Exactement. Et je le sens profondément. C'est quelque chose que je sens viscéralement. Et je me suis dit, tiens, en fait, cette phase de vie m'apparaît absolument fantastique et sereine. Et j'avais envie aussi de partager ça. Mais c'est important parce que c'est vrai que même si c'est pas le cœur de ton livre, tu parles librement quand même, et même sur les réseaux sociaux, de la ménopause, des bouffées de chaleur, des femmes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans. Est-ce que tu penses aussi que c'est important de libérer la parole des femmes aussi à cet endroit, et pas simplement effectivement dans un contexte soit de féministes très engagées, convaincues, ou de sociologues, etc., qui dénoncent ça, mais que aussi, toi tu disais, tu as été mannequin, Miss France, etc. C'est un discours qu'on entend peut-être moins de ce côté-là, et qui est génial, je trouve, de pouvoir mettre sur la table véritablement. Alors tu as raison. Après, comme je te le disais, pour moi, c'est à la fois un sujet dont il faut parler, pour lequel il est important que la parole se libère, mais c'est pas un sujet en soi, en fait, c'est juste la vie. Donc, voilà. Et puis surtout, c'est pas une maladie.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de sujets qui bizarrement sont presque devenus des sujets tabous alors qu'ils font partie intégrante de ce que l'on est. Donc moi aujourd'hui, je veux entre guillemets montrer l'exemple juste de dire enfin voilà, c'est même pas je veux en parler, c'est en fait pourquoi on n'en parle pas. C'est plus ça le sujet. C'est Bien pas, voilà, c'est pas que je veux l'aborder, c'est qu'en fait, je ne vois pas pourquoi ça ne s'aborderait pas de la même manière que tous les autres sujets. Après, je ne veux pas non plus devenir une espèce d'icône de la libido, de la ménopause, parce que du coup, c'est donner une importance à quelque chose qui n'est pas a priori un sujet. Donc, en revanche, ce que je pense très important, c'est que oui, la parole doit se libérer par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sujets qui sont liés à la souffrance féminine. La violence faite aux femmes, le harcèlement, l'endométriose. Donc, qui sont des sujets qui sont revendicants et qui le sont à juste titre, mais il y a d'autres sujets qui sont des sujets plus gais, parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de souci en soi, et dont il faudrait également parler, et qui par contre restent un petit peu enfouis comme ça, qui sont un peu comme si c'était des sujets honteux. Donc, moi, je pense que... Et puis aujourd'hui, les femmes ont ce courage. Je pense que c'est important, d'en parler, mais simplement et... Oui, de manière naturelle. Alors, pour revenir sur le cœur de ton livre, tu parles vraiment de trouver en toute bienveillance le juste équilibre. Et pour toi, le lâcher-prise est un élément qui semble fondamental. Tu dis « Je suis cartésienne, raisonnable, mais excessive, très gourmande. J'aime le champagne et les cures de détox. » C'est important, en fait, tout ça, pour montrer qu'on est un tout. Oui, c'est exactement ça. J'ai le sentiment... en tout cas, c'est ce qui me représente, me qualifie. C'est que j'ai appris avec le temps, même si j'ai eu longtemps envie, comme beaucoup de femmes, je le crois, d'être parfaite. Aujourd'hui, je m'accepte dans ma très grande imperfection. Et cette grande imperfection, c'est ce que je dis dès les premières lignes. C'est-à-dire que oui, je peux être à certains moments, par rapport à certains sujets, par rapport à des situations extrêmement raisonnables, et pour d'autres choses, totalement excessives. Mais parfois pour les mêmes sujets. C'est-à-dire que je peux me retrouver à être hyper maniaque, et puis 3 jours après, hyper bordélique. Voilà. Pour qui, pourquoi. Ça doit être sûrement connecté à des émotions. Mais ça, c'est un petit sujet. Mais c'est pareil aussi sur l'alimentation, sans rentrer sur des choses qui sont plus proches de la maladie, quand on parle par exemple de l'anorexie ou de la boulimie. Mais je peux tout à fait manger très sainement, prendre un plaisir incommensurable à me faire mes salades avec mes graines germées, mes graines de courge, enfin faire tout ça, et j'adore. Et puis, je peux prendre autant de plaisir à déguster avec mon fils un hamburger frites, fait maison en revanche, et puis de manger de la glace au caramel en dessert, quoi. Donc en fait, ce que je pense profondément, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, que la vie est beaucoup trop triste si on est dans la perfection. Et la perfection, c'est la perfection dans tous les domaines. Donc, si on mange bien tout le temps, à force, on prend plus tellement de plaisir à manger bien. De la même manière que si on se nourrit de junk food toute la journée, on prend pas de plaisir. Au bout d'un moment, on n'a pas de plaisir non plus. Donc, c'est pareil sur le sport. Pour moi, on est vraiment, on est un tout, et il faut apprendre à s'accepter, à lâcher prise par rapport à tout ça. Et ça veut dire aussi se libérer du regard des autres. Pour moi, lâcher prise, c'est aussi à un moment donné
arriver à se libérer du regard des autres. Toi, tu as fait un travail personnel d'introspection ou pour en arriver là et comment est-ce que tu as cheminé? Est-ce que c'est aussi à travers tes pratiques comme le yoga? On lui fait un big hug, cet ami en commun, Samuel Ganès, là, avec qui tu fais du yoga et qui est contributeur et qui va participer aussi à ton livre avec d'autres experts. Oui, Samuel, il a grandement participé à ce livre. C'était important pour moi de ne pas m'approprier son savoir, ce savoir qui est large le concernant, mais en tout cas par rapport au yoga. Parce que pourquoi est-ce que j'ai eu envie aussi que ça soit Samuel qui prenne la parole? C'est que moi, j'adore faire du yoga, mais je ne suis pas capable. Aujourd'hui, je le dis vraiment, et je pense que c'est sympa aussi de déculpabiliser les femmes par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à faire du yoga toute seule. J'aime beaucoup le faire en groupe. Être dans un cours. Être dans un cours, j'aime ça. Le faire toute seule à la maison, j'y arrive pas trop. Je trouve pas ça très motivant. Enfin, en tout cas, je n'arrive pas à trouver en moi les ressources nécessaires pour le faire toute seule. Et pour répondre à ta question par rapport au développement personnel, en fait, je crois que ce qui me caractérise bien, c'est que j'ai toujours essayé à tous les moments de ma vie, quand j'étais face à des situations bloquantes, ou en tout cas qui l'étaient pour moi, de me remettre en question, d'essayer de me poser les bonnes questions et de voir comment est-ce que je pouvais grandir. Et ça a déjà été un bon début. Je pense que pour devenir pleinement qui l'on est, c'est important de passer par là. C'est important d'accepter les épreuves de la vie comme presque des aides pour nous faire grandir. Et j'ai suivi alors j'ai pas fait de psychanalyse, voilà, ça m'a jamais trop tenté. J'aime au contraire faire des stages de développement personnel en groupe. Et je l'ai toujours fait comme ça. Parce que, à la fois, là où je trouve que d'abord, je trouve que ce sont des stages où on apprend rapidement sur soi. Et aussi, parfois, juste en écoutant les autres. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, on a chacun un certain nombre de blessures que l'on porte à l'intérieur de soi. Et parfois qu'on n'a pas identifiées, qui sont absolument inconscientes. Et quand vous êtes dans un groupe et que tout d'un coup quelqu'un raconte son histoire et que ça connecte à des choses en vous, que vous écoutez cette personne et que vous avez par exemple les larmes aux yeux ou que ça vous chamboule totalement, en général, il y a à se poser comme question, tiens, pourquoi est-ce que là, cette personne, en quoi ça connecte à l'intérieur de moi? Et on apprend aussi beaucoup, je trouve, mais ça c'est dans la vie en général, on apprend beaucoup des autres. Et voilà, j'ai fait différents stages. Mon premier grand stage de développement personnel a été un stage qui s'appelle le stage de l'ego, avec Éric Leroy, dont je parle d'ailleurs dans mon livre. Éric Leroy et Delphine Lapoille. Et eux, ils sont j'aime bien dire qu'ils sont mes petits agitateurs de conscience. Et le stage de l'ego, c'était tout simplement un stage sur les peurs. Et ce premier stage a été hyper, hyper bénéfique pour moi. J'en ai fait d'autres après. Donc voilà, mais je suis plutôt une inconditionnelle des thérapies de groupe, si on peut appeler ça des thérapies de groupe. J'entends ça, c'est vraiment la force aussi, je trouve, du collectif et du fonctionnement en fait des constellations en systémie. Ouais. Où, dans le regard de l'autre, en effet miroir, on peut comprendre mieux qui nous sommes. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pas quelque chose que j'avais compris, mais alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai la chance d'être dans un métier, enfin mon métier de comédienne m'a permis très très tôt d'être directement en contact avec mes émotions et donc de les écouter, d'essayer de comprendre ce qu'elles me racontent. Ça, c'est aussi, je pense, lié à mon métier. Et effectivement, comme tu le dis, on fait partie d'un tout. Et pour avoir fait, alors il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, mais pour avoir fait notamment des constellations familiales, j'imagine que c'est quelque chose que tu connais aussi, c'est extrêmement surprenant. Et ça permet
ces moments-là, qui sont absolument incroyables, permettent de réaliser à quel point on fait partie d'un tout et à quel point on est tous intrinsèquement connectés et reliés les uns aux autres. Et voilà. Donc en fait, j'apprends au fur et à mesure. Familiales, peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est vraiment des stages où en systémie, on va rejouer en fait nos constellations familiales, c'est-à-dire nos liens à notre famille, à notre transgénérationnel. Et il va y avoir toujours une bonne personne qui va, de manière très synchronistique, c'est ça qui est incroyable, rejouer en fait une personne de notre famille. Ouais. Et pour l'avoir vécu, c'est vraiment extrêmement surprenant. Mais vraiment, au-delà de l'exercice, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout, on fait partie de l'univers. Moi, je me sens aujourd'hui, alors effectivement, plus à mon âge qu'à 20 ans, à 25 ans, même à 30 ans, je me sens connectée à l'univers. Je lui fais confiance. J'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très agréable. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de cette lumière, justement, qu'on sent, qui rayonne de l'être. Est-ce que la question que je me posais en préparant aussi cette interview, c'est vraiment ce cheminement. On parle de l'âge, du bien-être. On a parlé évidemment de lâcher prise et tout ce chemin que je comprends mieux aussi maintenant. Quand on est aussi comédienne, est-ce qu'il y a besoin de comprendre ses émotions comme tu l'as fait pour pouvoir mieux les exprimer, les vivre et être, je dirais, plus informé sur ses propres besoins quelque part? Totalement, parce qu'en fait, quand on interprète un personnage, j'aime pas dire quand on joue, parce que moi j'ai toujours l'impression, en fait, on ne joue pas un personnage, on est ce personnage. C'est juste que un personnage, il prend la couleur de l'une de nos facettes. On a à l'intérieur de nous tous de très nombreuses facettes qui s'expriment, certaines de manière très forte, et puis parfois on a des facettes de notre personnalité que l'on garde enfouies en nous. C'est bien d'en avoir conscience, et quand on est comédien, en général, on va chercher dans ces facettes, parfois des facettes extrêmement sombres, qui font partie de nous. Et bien sûr que c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand on a une émotion à jouer, c'est intéressant. Enfin, ça, c'est le travail de l'acteur studio. Mais par exemple, moi, quand je dois jouer une scène où je pleure, pour telle ou telle raison, il faut... je me mets pas de gouttes dans les yeux pour faire mine que je pleure, donc je pleure vraiment. Et le travail, c'est de se dire, OK, si je dois arriver à cette émotion-là, comment est-ce que je m'y connecte? Et donc, pour pouvoir s'y connecter, ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi sur qu'est-ce qui me met dans tel ou tel état. Qu'est-ce qui, chez moi, provoque un énorme sentiment d'injustice? Qu'est-ce qui, chez moi, me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me renferme sur moi-même? Qu'est-ce qui me rend joyeuse? Quel est mon plus grand bonheur? Enfin, quand on travaille un personnage, on se pose toujours énormément de questions par rapport à ce personnage. Et donc, forcément, on se pose énormément de questions par rapport à soi. Et pour moi, ce travail de comédien, c'est aussi ce travail de comédien qui, je pense, au-delà aussi d'une vraie recherche personnelle, qui m'a amenée à vraiment me poser sur qui j'étais, comment je fonctionnais, voilà. Et ça m'a aussi appris vraiment à accepter toutes ces facettes de ma personnalité, et puis parfois aussi à raisonner les choses, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de réaliser toutes les fois où les comportements les comportements peuvent être injustifiés ou excessifs, et qui sont liés... Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. De Lise Bourbeau. Voilà, exactement. Et en fait, il y a vraiment quand même des blessures que l'on porte en nous qui provoquent chez nous des comportements excessifs. Et c'est bien de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on guérit tout. Moi, je ne suis pas dans ce processus où je me dis il faut tout guérir.
il faut mettre des pansements partout. Non, je suis plutôt dans une logique des choses qui dit prends conscience de qui tu es pour mieux appréhender la personne que tu veux devenir. Intéressant. Alors justement, dans cette personne que vous êtes, il y a, et dans votre livre en tout cas, 4 fondamentaux qui sont un peu vos piliers de bien-être. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez un peu nous les expliquer rapidement. Alors, les 4 piliers de mon bien-être au quotidien, même si je tiens à préciser que c'est difficile de suivre ces 4 préceptes, piliers ensemble tout le temps. Oui, d'ailleurs, vous le tenez à un discours qui est très déculpabilisant par rapport à ça. Oui, parce que en fait, je veux vraiment... je pense que c'est bien d'avoir une vision globale des choses et ensuite, en fonction de son état, de ses besoins, de ses émotions, d'aller chercher ce sur quoi on a envie de travailler. Il y a des moments où vraiment c'est le mental qu'il faut aller travailler. Donc c'est tout ce dont je parle dans la partie équilibre, parce que émotionnellement on est fragilisé. Il y a des moments où émotionnellement on va bien, mais on ne sait pas trop pourquoi, on mange un peu n'importe quoi, etc. Et on est fatigué. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être la partie alimentation qu'il va falloir rééquilibrer. Il y a des moments où on ne prend pas suffisamment soin de soi. Ce qui est le cas des femmes en général, puisqu'elles s'occupent beaucoup des autres, mais elles s'oublient souvent elles-mêmes. Et donc là, on est plus sur la partie beauté, avec des choses qui peuvent paraître un peu plus superficielles, mais qui sont pourtant très importantes, qui est prendre le temps pour soi, se faire belle si on a envie, comment est-ce qu'on se chouchoute au quotidien. Et puis, il y a des moments où finalement, on est pas mal sur tous ces points-là, mais physiquement, on se renferme un peu sur soi. On sort pas assez, on s'oxygène pas assez, on se sent, même si on va bien, un peu oppressé. Et à ce moment-là, il faut faire du sport, il faut bouger. Donc, les 4 piliers, pour résumer, de mon livre, donc c'est l'alimentation, évidemment, qui est capitale. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est 50% de comment on se sent, c'est au minimum 50% de notre santé, voire plus, à mon sens. L'activité physique. Pourquoi l'activité physique ? Alors, j'ai choisi de parler dans mon livre d'activités qui sont plutôt des pratiques douces, parce que je pense qu'avec je pense qu'avec le temps, quand même, il faut être bienveillant avec soi au niveau de son corps également. Moi, je vois parfois des gens qui ont 60, 70 ans qui courent. Alors, c'est super si on a été vraiment habitué à ça tout le temps, ou même des gens qui parfois sont avec beaucoup de surpoids et puis que l'on voit... voilà. Je suis pas sûre. En fait, je trouve qu'il faut toujours quand même se poser la question de ce que l'on inflige à son corps. Donc, je trouve Est-ce que je suis douce ou doux avec moi-même ? Oui, exactement. Donc, ce que tout le monde n'est pas Joël de Renay sur sa planche de surf. Non, plus de 90 ans, je crois. À peine. C'est exactement ça. Donc, c'est cette partie qui est liée à l'activité physique, parce que pour moi, la vie est mouvement. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi qui est génial, parce que quand ça va pas, il faut juste... c'est pas qu'il faut juste, mais on peut aussi se dire que la vie n'est que mouvement et que tout change et que tout est un éternel recommencement. Mais que comme la vie est mouvement, c'est important pour l'être humain d'être en mouvement. Donc de bouger, ça peut être de la marche rapide, ça peut être des activités, mais en tout cas... de bouger, de ne pas rester. La sédentarité est vraiment un gros ennemi de l'être humain. Après, on a cette partie beauté sur laquelle je parle un petit peu plus, on va dire à la fois de manière globale pour toutes les femmes et puis avec un petit accent pour les femmes de la quarantaine, à partir de la quarantaine, parce qu'évidemment, on ne prend pas forcément soin de sa peau de la même manière à partir de cet âge-là, où on ne se maquille pas de la même manière. À 40 ans, on ne peut pas se permettre les mêmes choses à 40 ou 50 ans qu'à 20. Et puis, je parle également d'un sujet que j'aime bien, qui sont toutes les techniques de rajeunissement ou d'anti-vieillissement, ces méthodes non invasives. Parce que perso, je suis pas une adepte du tout des injections, de tout ce qu'on peut faire
pour avoir a priori l'air plus jeune. Je trouve qu'en plus, ça marche pas très bien en général. Mais par contre, j'ai testé pas mal de techniques qui marchent bien. Alors tiens, tu vas nous en donner quelques-unes, tiens. Alors moi, il y a un soin vraiment que j'adore, c'est l'AIFU. Ça s'écrit H-I-F-U. Et l'AIFU, en fait, quand on en fait... Alors moi, la dernière fois, j'en ai fait, c'était il y a à peu près 1 an. J'ai fait 3 séances à un mois d'intervalle. Donc sur 3 mois. Et c'est très, très intéressant au niveau de l'affaissement de l'ovale. Parce que voilà, j'ai 47 ans, j'ai un visage assez long. Et donc, chez moi, par exemple, c'est cette partie, mais comme beaucoup de femmes d'ailleurs, qui a tendance à perdre un peu de tonicité. Et l'AIFU fonctionne très très bien sur l'ovale du visage. En fait, il y a un vrai effet lifting, de mini-lifting. Alors, comment ça fonctionne? Tu vas nous expliquer. En fait, c'est une technique avec des ultrasons. Et donc, alors, c'est un appareil que l'on passe sur le visage. C'est différent de la radiofréquence. La radiofréquence marche très bien, mais ce sont des séances qui sont plus... On va dire qu'il faut faire plus sur la longueur. La radiofréquence, pour que ça fonctionne bien, il faut faire une dizaine de séances. Alors, c'est très agréable. Moi, quand j'ai fait mes 10 séances de radiofréquence, c'est génial. C'est pendant la radiofréquence, vous vous endormez, tellement c'est agréable. Pendant l'AIFU, vous endormez pas. C'est plus tonique. Voilà, c'est plus tonique. C'est pas très agréable. Au fur et à mesure, on s'habitue, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est pas douloureux non plus, sauf si on a des implants. Il faut mettre des petites bajoues de coton pour protéger. Mais sinon, ça marche vraiment très très bien. En fait, comment ça se passe vraiment, mais pour la radiofréquence, c'est la même chose. C'est que on va aller entre guillemets avec les ultrasons brûler à l'intérieur de l'épiderme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme toute petite cicatrice à l'extérieur. Et c'est le même principe avec une autre technique que j'aime beaucoup, par exemple, qui est le microneedling. C'est qu'on va créer un processus de régénération parce que de cicatrisation. Donc, on stresse un peu la peau pour qu'elle réagisse, c'est ça le principe? Voilà, on stresse la peau pour qu'elle réagisse et du coup, on va stimuler de manière assez forte et sur l'AIFU de manière profonde les tissus. Et donc, on va travailler sur cette régénération et cette stimulation du collagène pour donner un côté plus jeune. Parce qu'évidemment, avec l'âge, on a effectivement, on produit moins de collagène. Donc voilà, donc ces 2 techniques marchent très bien. Le microneedling, je trouve, marche très bien aussi. Là, on est plutôt... Avec des petites aiguilles, c'est ça? Oui, c'est des micro-aiguilles avec une petite roulette. Donc, on peut le faire ou chez soi, mais à faire quand même avec précaution. Voilà, en faisant bien attention de bien stériliser sa petite roulette, etc. Ou mieux, chez une esthéticienne. Et en fait, là, ça marche très très bien sur l'éclat. C'est toujours ce principe de stimulation du collagène, de la production de collagène, mais on est plus sur un effet éclat que sur un effet lifting, comme sur l'AIFU par exemple. D'accord. Après, il y en a plein d'autres. Il y a l'hydrofacial qui est top à faire, je trouve, moi, avant l'été ou juste en rentrant parce que ça permet vraiment d'hydrater la peau en profondeur. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui se font. Il y a une pratique que j'ai pas encore essayée, que je pense j'essaierai, qui s'appelle, je me souviens plus, Fraxel. Il paraît qu'il marche très très bien également, aux alentours de 45-50 ans. Il paraît que c'est un des soins favoris de Gillo. Quand on voit comme elle est belle à son âge, ça donne envie d'essayer, voilà. Bon, mais c'est super. Alors, côté alimentation, ce serait bien d'avoir aussi quelques astuces. Tu parles Alors, tu l'as dit en introduction, tu es à la fois une gourmande et c'est bien aussi de profiter de la vie et tout ça et de ne pas être dans des choses 100% restrictives. Et toi, tu pratiques le régime dissocié quand même assez régulièrement. J'ai vu que tu étais aussi une adepte comme moi du miam aux fruits, de cette chère France Guillain, que j'ai reçue aussi dans ce podcast, tout comme Lise Bourbeau d'ailleurs, dont tu parlais tout à l'heure. Ah, génial. Faut que j'hésite
j'écoute tous tes podcasts. Mais ouais, c'est ça. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à faire des petits liens comme ça en arborescence dans ce que tu nous proposes. Mais sur l'aspect alimentaire, qu'est-ce qui est vraiment clé pour toi aujourd'hui ? Ce qui est vraiment clé pour moi, il y a trois aspects. Je parle des trois dans mon livre. Le premier, c'est l'alimentation dissociée. L'alimentation dissociée, pour moi en tout cas, elle est extrêmement bénéfique parce que, pour rappeler un petit peu en quoi cela consiste, ça veut dire qu'on ne mélange pas, par exemple, des protéines avec des féculents. Donc, des glucides. Donc ça veut dire que par exemple on va pas manger de la viande ou du poisson ou même des protéines végétales par exemple avec des pâtes. On va pas le hamburger frites par exemple, c'est pas top. L'escalope milanaise avec des tagliatelles, c'est pas génial. On évite, ouais. On évite. Donc et en fait ce que je fais, mais c'est assez simple à comprendre parce que alors c'est pas aujourd'hui scientifiquement prouvé que c'est mieux de manger dissocié. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, si vous prenez du poisson avec des légumes, d'un point de vue de la quantité de calories que vous ingérez, forcément, c'est moins que si vous prenez du poisson avec des pâtes ou avec du riz. Il suffit de regarder la table des calories et on comprend tout ça très vite. Et donc, en fait, quand vous faites ça à chaque repas, c'est-à-dire que si, par exemple, à midi, vous allez manger des légumineuses ou des féculents avec des légumes, et que le soir, vous allez manger un poisson ou une viande ou des protéines végétales, si vous êtes végétarien, par exemple, avec des légumes, et bien forcément, à la fin de la journée, vous allez avoir consommé beaucoup moins de calories, parce que forcément, 300 grammes de légumes, ce qui est quand même beaucoup, ça représente beaucoup moins de calories que 300 grammes de pâtes ou 300 grammes de riz, par exemple. Donc, au final, peut-être qu'au lieu d'avoir ingéré, je sais pas, je vais dire 2300 ou 2500 calories, eh bien, vous allez être plutôt aux alentours de 1700 ou de 1800. Et en plus de cela, l'avantage de l'alimentation dissociée, c'est qu'au niveau de l'organisme, elle permet une bien meilleure digestion. Il faut savoir que quand on mange un steak frites, ou même un steak avec des pâtes, c'est 6 à 7 heures de digestion. Alors que si vous mangez du riz avec des légumes, évidemment tout ça en assaisonnant de manière un peu sympa, parce que ça peut paraître sinon hyper ennuyeux, mais c'est 3 heures de digestion. C'est beaucoup moins. Donc en fait, vous gagnez. C'est pas que c'est pas simplement se dire je mange moins de calories, mais c'est simplement de se dire c'est qu'au lieu de passer 3 heures supplémentaires à la digestion, c'est 3 heures sur le et si vous avez 6 heures de digestion, franchement vous êtes fatigué. Votre organisme, il n'est pas fait totalement pour ça. Et ce qu'on a tendance à oublier quand même, l'alimentation dissociée, c'est aussi donner la part belle aux fruits, alors à consommer pas forcément à la fin des repas, mais en tout cas aux légumes à chaque repas. Et on oublie trop souvent que en fait, nos ancêtres se nourrissaient à la base de fruits et de légumes et que c'est hyper important de consommer quotidiennement des fruits et des légumes. Et beaucoup de légumes. Oui. Oui, d'ailleurs, les céréales sont apparues plus tard, quand on a commencé effectivement la domestication. Exactement. On était plutôt chasseurs-cueilleurs. On revient un peu à ça aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Et c'est bien c'est pour ça que c'est important aussi de parler des fruits, des légumes de saison, pour remettre un petit peu les choses à leur place. Après, en ce qui concerne l'alimentation dissociée, au-delà de l'alimentation dissociée, moi, je prône ce que j'appelle le 80-20, qui pour moi est une règle de vie
plus qu'une règle même d'alimentation, c'est-à-dire que 80% du temps, eh bien, effectivement, j'essaye au maximum d'avoir une alimentation saine et équilibrée, et 20% du temps, je me prends pas la tête et je me fais vraiment plaisir. Et alors moi, c'est souvent le week-end, parce que je suis une grande fan des brunchs. Le samedi soir, j'adore, avec mon petit gars, voilà, préparer des choses qui, enfin en tout cas pour moi, hein, parce que lui, je suis pas une maman hyper restrictive par rapport à lui. Je fais attention à ne pas lui donner par exemple de produits transformés, etc. Mais si lui il a envie de manger un hamburger avec des frites, vraiment je suis pas du tout embêtante là-dessus, et si c'est pas quotidiennement. Mais pour moi, ensemble, ces moments de week-end sont des moments effectivement où je me lâche au niveau de l'alimentation, et je rééquilibre assez vite, souvent à partir du déjeuner, après le déjeuner du dimanche, avec un jeûne intermittent à base de, donc là ça veut dire bouillon, éventuellement jus, mais moi je trouve que le bouillon ça marche très très bien. Et donc ça, c'est pour moi c'est important, c'est-à-dire que la vie c'est aussi se faire plaisir, et je trouve que les moments où on fait plus attention, ils sont plus faciles à accepter à partir du moment où on sait aussi que le week-end ou à un autre moment, hein, on va s'octroyer un verre de vin, qu'on va peut-être se coucher plus tard, et que l'on va manger des aliments qui peuvent être, on va dire, un peu plus gras ou un peu plus sucrés. Et puis la dernière chose, c'est une alimentation, j'essaie de privilégier une alimentation à index glycémique bas. Oui. Parce que, et là, c'est pas non plus pour une question forcément de calories, mais plus, c'est-à-dire que quand on consomme des aliments à index glycémique élevé, ça provoque au niveau de l'organisme une augmentation du taux d'insuline dans le sang. Et puis ensuite, ça fait des pics de glycémie, donc ça monte et puis ça redescend. Mais quand ça redescend, parce que vous êtes fatigué, vous êtes obligé de reprendre. Et donc, c'est un yo-yo perpétuel qui est très, très mauvais pour l'organisme et pour l'énergie. Donc, ce que moi, je privilégie au maximum, c'est ce que j'appelle une alimentation vivante. Et c'est de me dire toujours d'éviter au maximum les produits transformés, d'être raisonnable sur les sucres raffinés. Il ne faut pas oublier que le sucre, c'est le pire ennemi de notre santé, que quand on a compris que le sucre, que les cellules cancéreuses se nourrissaient du sucre, ça donne envie d'en manger un petit peu moins. Je trouve. Ça a été beaucoup redit effectivement aussi par David Servan-Schreiber à l'époque. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, et vraiment d'être dans une alimentation qui est la plus proche de la nature. Donc, quand je consomme quelque chose, je me dis, est-ce que ce que je consomme, c'est quelque chose que la nature m'a apporté ou pas ? Si c'est la nature qui me l'a apporté, j'ai quasiment pas de questions à me poser, c'est que c'est bon. Bien sûr. Et dès qu'on s'éloigne, alimentation vivante, oui. Voilà, exactement. Et dès qu'on s'éloigne de ce que la nature nous a offert, eh bien, et c'est comme dans la vie, c'est pas que dans l'alimentation, on crée des déséquilibres dans son organisme. Il y a aussi quelque chose qui est important pour toi, c'est vraiment d'intégrer les cycles. À quel moment tu as intégré ça dans ta vie, que nous sommes des êtres cycliques et que nous fonctionnons avec un écosystème qui est cyclique, hein. Nous, la femme, nous sommes cycliques, mais aussi tous les cycles de la Terre, de la vie, évidemment de la Lune, des marées, etc. Ça a été une prise de conscience ou ça a toujours été comme ça à l'intérieur de toi ? Non, on va dire que ça n'a pas toujours été à l'intérieur de moi. Il y a eu une prise de conscience. D'abord, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la médecine chinoise, très tôt. J'avais un peu plus de 20 ans. Et donc, j'ai très vite compris que l'organisme réagissait également à tous ces, comment on appelle ça, tous ces paramètres, c'est pas le bon mot parce qu'il y a un côté à tous ces tout cet écosystème, cet univers, c'est toujours vraiment l'idée d'être
connecté au monde dans lequel on vit. Les saisons, je pense que c'est aussi très intéressant de regarder comment évoluent les animaux, qui nous racontent beaucoup de choses, qui, eux, sont toujours dans l'instinct et non pas... Ce qui est difficile chez l'être humain, ce qui est compliqué chez l'être humain, c'est que nous sommes des êtres faits de raison. Et donc, comme on fonctionne beaucoup avec notre tête, et ben forcément, on s'éloigne un petit peu de ce qu'est notre base. Et voilà, notre essence. Notre essence. Et en fait, moi, je me rends compte que depuis que j'essaye d'écouter mon corps et d'écouter toutes les vibrations qui sont liées notamment aux saisons. Mais c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre au rythme des saisons. J'ai l'impression de me sentir mieux. Je trouve que, par exemple, on ne peut pas faire les mêmes choses en été qu'en hiver. Et c'est important de l'entendre, c'est important de réaliser pleinement que si l'hiver, le soleil se couche à 16h30 ou à 17h30 et que l'été, c'est à 22h, c'est que peut-être que nous, on a des choses à apprendre de ça et qu'on doit aussi essayer de se calquer par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est important dans ton livre, tu parles et c'est lié à ce que tu es en train de dire, on sent que tu es une personne à l'écoute vraiment de tes émotions, de cette vie intérieure et du cycle de la vie. Là, tu parlais très joliment des saisons. Et tu parles aussi de prendre la responsabilité de sa vie. C'est quelque chose qui est cœur pour toi dans ton message ? C'est très important pour moi. Avant, je savais pas, avant que je fasse des stages de développement personnel, je savais pas mettre une idée sur ça en particulier, d'être responsable de sa vie. Et c'est un sujet qui est apparu notamment dans un des stages que j'ai fait avec Éric Leroy et Delphine Lapoille. C'est parce que dans l'un des premiers stages, ils nous racontent que être sincère dans la vie, c'est pas être authentique. Et que ce qui est important, c'est d'être authentique. Je vais vous donner un exemple parce que parfois dans la tête des gens c'est pas très clair. Si demain vous avez un ami ou une amie qui vous a invité à dîner et puis vous décidez à la dernière minute de ne pas y aller parce que vous avez plus trop envie. Vous n'avez plus trop envie, vous vous sentez fatigué. Alors, vous pourriez faire un effort et y aller, mais vous n'avez pas envie, en fait. Et au lieu de dire à votre ami, écoute, je suis désolée, je me sens pas super bien. En fait, ce soir, je me sens pas de sortir. J'ai juste envie de rester bullée à la maison. Pardonne-moi, voilà. Est-ce que tu acceptes mes excuses? Est-ce que ça te va si finalement je ne viens pas? Eh bien, vous avez une grande partie des gens qui vont dire oh là là, j'ai une migraine incroyable, j'ai mal dormi, enfin voilà, qui vont raconter ce qu'on appelle des bobards. Des salades. Donc, quand on raconte des salades, on est sincère, ok, parce qu'on croit à ce qu'on dit, hein, presque en général. Mais ça, c'est pas être authentique. Et être authentique, c'est de dire, ça ne veut pas dire que toute vérité est bonne à dire, mais ça veut pas dire blesser les gens, mais en fait, c'est de prendre la pleine responsabilité de ses pensées, de ce que l'on fait, et de pourquoi on va faire les choses. Ça veut dire ne pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Si vous arrivez en retard, par exemple, moi j'ai appris quelque chose, vous avez un rendez-vous et puis vous arrivez avec 10 minutes de retard. Alors on va dire déjà la première chose à faire, c'est de ne pas prévenir à l'heure où vous êtes censé arriver. Hein, parce que ça, il n'y a rien de pire. Si vous avez rendez-vous à 11h et que vous prévenez à 11h en disant je vais avoir du retard, enfin en général quand même, le retard il s'anticipe. Mais quand vous arrivez, vous avez deux possibilités.
Imaginons que vous vous êtes réveillé trop tard ou que vous êtes resté à regarder votre Instagram et puis que en fait le temps a passé et que vous n'avez pas pris suffisamment de temps pour arriver à votre rendez-vous et donc c'est vraiment clairement votre faute. Eh bien vous avez ou la possibilité de dire je suis désolée, j'ai pris trop de temps à prendre mon petit-déj et puis je suis en retard. Je te prie de m'excuser. Ou vous avez l'autre possibilité, ça c'est d'être authentique, mais vous avez l'autre possibilité qui est de dire j'ai été bloquée par un camion poubelle et du coup, pardon, je suis en retard. Ce qui est faux. Et à chaque fois, en fait, que vous vous trouvez des excuses. Vraiment à avoir, hein. Oui, c'est-à-dire que... et ça, c'est des petites choses que l'on peut faire au quotidien. On se dit, c'est pas grand-chose. De toute façon, je vais dire que j'étais bloquée par ci ou par ça, ou que, en fait, le rendez-vous d'avant a duré plus longtemps. Non. C'est pas grave de le faire. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on fait ça, on n'est pas authentique. Et c'est important dans la vie de prendre la responsabilité de ce que l'on est, de ne pas remettre la faute sur les autres ou sur un événement particulier. Et voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur au quotidien. Et de prendre cette responsabilité-là. De prendre cette responsabilité-là. Il y a aussi une phrase qui dit « Je suis responsable de ce que je dis ». Mais par rapport au fait aussi de ne pas culpabiliser de dire les choses, mais je ne suis pas responsable de la manière dont tu les ressens. Oui, c'est ça. C'est vraiment être responsable de sa vie et ne pas se placer dans une posture de victime, en fait. C'est ça que tu dis. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, pourquoi moi je pense comme ça, c'est parce que la vie me montre chaque jour que derrière chaque événement, il y a du positif. Il y a quelque chose à apprendre pour évoluer, pour continuer à grandir. Ce qui, je pense, est profondément notre rôle sur cette terre. C'est-à-dire que je pense qu'on est là pour grandir, pour repartir peut-être pour s'élever. C'est exactement, c'est le bon mot. Donc, en fait, j'ai envie de... pour moi, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est important de voir dans chaque événement le positif, parce qu'il y a toujours du positif. Alors, évidemment, je ne prends pas l'exemple d'événements absolument dramatiques qui peuvent arriver dans une vie où ça peut sembler très compliqué d'aller voir le positif quand on est dedans. Mais en tout cas, moi, pour des événements de la vie dont les effets ne sont pas irréversibles et ne vont pas m'assommer totalement, eh bien, en fait, je me dis, tiens, si ça m'arrive, c'est parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est le bon moment, c'est parce que ça fait partie de mon chemin, c'est parce que ça doit arriver, et c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de cela. Donc, je trouve que ça, et c'est vraiment ça aussi, c'est une manière de prendre son destin en main, de l'accepter et d'être ouvert à chaque chose qui arrive et à comprendre que ça arrive toujours pour une raison bien particulière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Oui, il y a une forme de sagesse dans tes mots et dans ce que tu rayonnes. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu sens qui arrive avec le temps, à l'aube, quand on approche aussi de la cinquantaine? On parlait de la femme sage qui émerge et qui est vraiment une belle renaissance, magnifique à honorer. Il y avait un terreau chez toi, petite, dans ta famille ou dans ton entourage, qui prédisposait déjà à cette forme de prescience comme ça, de ce qui est d'une forme de vérité de la vie qu'on entend dans tes mots. Alors, ce que je sais, c'est que dans ma famille, on a ce souci de l'authenticité, du juste. Je ne vais pas dire de la justice, enfin, peut-être si un petit peu, même ma maman, par exemple, elle est très attachée à la justice. Moi, je vais dire que je suis attachée au juste. Et donc ça, le fait d'être viscéralement attachée au juste, depuis toute petite, ça nourrit ce besoin d'authenticité. Ça, c'est certain. Ensuite,
la sagesse, je ne sais pas aujourd'hui si je suis sage, mais ce dont je me rends compte en tout cas, c'est que avec le temps, j'ai appris à de plus en plus être à l'écoute de ce que je suis et de mon intuition. Je pense que nous, les femmes, on a ce grand pouvoir qui est d'être extrêmement intuitive. Et plus je suis mon intuition, plus je me rends compte que je suis dans le juste. Donc, j'essaie de ne pas me laisser parasiter par des peurs qui peuvent finalement m'emmener ailleurs, mais j'écoute mon intuition. Et dès qu'il y a un moment où s'il y a un truc, en général, je sais tout de suite, je sens pas. Avant, j'essayais d'aller contre, etc. Je bataillais, je voulais y croire et tout. Et maintenant, non. Maintenant, si je sens pas, je me dis, ah, ok. Donc, c'est juste écoute-toi. Et depuis que je fais ça, ben, je trouve que tout est beaucoup plus simple. Donc, voilà, c'est-à-dire que je ressens les choses et je remets pas en cause ce que je ressens. Et ça, je trouve ça très agréable. Et effectivement, c'est peut-être ça, en fait, aussi, qui amène à une forme de sagesse. Mais c'est juste, je trouve que à partir du moment où on est à l'écoute de soi, forcément, on devient plus sage. Merci Linda Hardy pour cet échange rayonnant, débordant d'équilibre, revitalisant. On a eu à la fois la profondeur et des astuces et on est vraiment gâtés. Alors je rappelle le titre de ton ouvrage, Heureuse et en forme, mon guide bien-être au naturel, paru le 6 mai aux éditions Solar, et on peut te retrouver sur Instagram, notamment sur ton compte officiel, Linda Hardy _officiel, et puis ce nouveau compte, Heureuse et en forme, qui évidemment va relayer aussi toutes les astuces du livre. Oui, Merci qui est vraiment beaucoup, tout Linda. petit, un tout petit compte. Allez vous abonner. Voilà, tout petit compte, alors que l'autre est très gros. Il y a plus de 193, je crois, 1000 fans. Donc c'est un compte aussi à suivre si vous ne le suivez pas déjà. Merci beaucoup, Linda, pour cet échange. Merci Anne. Au revoir. Au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bienvenue et merci à notre partenaire, la marque responsable Nutri, qui propose des produits naturels et gourmands, dont notamment une large gamme bio et vegan, allant du beurre de cacahuète au complément alimentaire premium. Leur mission est de vous aider à avoir un mode de vie plus sain, tout en étant aligné avec vos objectifs santé, bien-être, nutrition ou sport. Vous pouvez d'ailleurs tester en ce moment leurs produits en profitant de 15% de réduction sans minimum d'achat sur leur site www.nuchiffre3.fr avec le code ANNE jusqu'au 31 mai.